bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Arinashda. C'est bien ça? Oui, c'est PIE Centre Corse. On va en venir plus tard, si vous permettez. Alors, tout d'abord, qui est Antoine Ferracci? Votre parcours? Mon parcours, il est simple. Je suis né à Corté, j'ai toujours vécu à Corté. Sauf le temps du service militaire, je suis parti sur le continent. Et j'étais, disons, dans ma jeunesse, j'ai dirigé la troupe Saint-Théophile des Scouts de France. Ensuite, j'ai poursuivi une carrière assez jeune dans la presse. J'étais, dans un premier temps, correspondant, puis journaliste, puis chef d'agence de Corse Matin. J'ai même été pendant plusieurs années correspondant de l'AFP, de l'agence France Presse. Là, je suis à la retraite depuis 2011 et je suis investi dans l'association depuis 1975. Mais ma vie associative débute bien avant, puisque dans les années 70, même fin des années 60, j'étais déjà au Scout de France. Alors, vous avez décidé un beau jour de créer Arinashda. Ben, Vous vous êtes dit, il y a un besoin. Alors, en fait, c'est un certain nombre d'habitants de la vieille ville où j'habite qui ont décidé de se réunir pour essayer de faire quelque chose pour la ville. D'abord dans le domaine de l'animation, et ensuite, ce qu'on souhaitait, puisqu'il y avait la perspective de création de l'université de Corse à Corté, c'était, on voulait que les Cortenais puissent se retrouver dans le Corté de demain, dans la mesure où on pensait qu'il devait y avoir subitement une expansion démographique de Corté, comme on nous le laissait entendre. En fait, ce n'a pas été le cas, mais on a contribué justement, dès notre création, à la première opération programmée d'amélioration d'habitat, qui a permis justement de restaurer un certain nombre d'appartements, de maisons, et qui ont permis donc à beaucoup de Cortenais de rester chez eux dans la vieille ville. C'était notre souhait. Mais au départ, justement, elle s'appelait Arinashda di Wetugorti. Tout à fait. Arinashda di Wetugorti, c'est toujours son nom. Les statuts. On dit toujours maintenant, c'est devenu Arinashda, voilà. plus simplement. Oui, puisque maintenant on a une vocation un peu plus large. Mais au départ, l'association, c'était restaurer, animer. Voilà. Est-ce qu'il y a eu quand même une incidence avec votre métier de journaliste? Vous pouviez faire quand même des constatations de ce manque d'activité. C'est-à-dire métier de journaliste, de citoyen simplement. Lorsqu'on est journaliste, on est aussi citoyen, évidemment. Donc il n'y avait pas beaucoup d'activité. Donc nous, on a été dès le départ à l'origine de la relance du carnaval, de la foire de Corté pendant de nombreuses années, qui avait un certain succès. Et on avait trouvé une éthique, un sens aux foires rurales. On a été aussi à l'origine justement de ce lancement. On avait travaillé avec l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, où il y avait des concours d'animaux comme ils étaient à l'origine des foires rurales. Il n'y avait pas simplement les forains et les hôteux tamponneuses. Et quels étaient vraiment au départ, puisque vous vous êtes élargi au fil des années, les objectifs à la création? Alors, les objectifs, ils étaient simples, c'était donc restaurer et animer. Alors, restaurer, c'était justement parce qu'on voulait s'impliquer dans la restauration des logements pour les mises aux normes, au niveau du confort, au niveau électrique, sanitaire, etc. Vous aviez finalement anticipé, parce que c'est d'actualité depuis quelques années, oui, mais vous avez vraiment anticipé. On a anticipé sur beaucoup de choses sans prétention. On le verra au fil de l'émission si vous le souhaitez. Mais si vous voulez, au départ, c'était donc la restauration et l'animation. D'ailleurs, dès 1975, on avait un groupe d'enfants, on a commencé à constituer un groupe d'enfants et on faisait un peu fonction de CLSH, Centre de loisirs sans hébergement. Donc on s'occupait d'enfants les mercredis, pendant les vacances, avec des bénévoles, puisqu'il n'y avait aucun salarié au départ. Combien vous en aviez à peu près au départ? De bénévoles? Oui. Il y en avait une trentaine. C'était pas mal. Ah oui, oui. Et oui, entre le conseil d'administration et ce que j'appellerais les bénévoles actifs. Voilà, donc nous avions eu la possibilité d'avoir quelqu'un du parc qui avait été, je dirais, en quelque sorte déchargé de quelques heures de son travail pour s'occuper des gamins. Donc il y avait des activités chant, musique, enfin ce qu'il y a dans les centres sociaux. Sauf que nous, on avait déjà, je dirais, ouvert la porte sur un peu ce qui était traditionnel, sur la musique
et sur le chant, un peu de théâtre. Et on a créé, à ce moment-là, fin des années 70, le groupe Égard des Lignes. Et le groupe Égard des Lignes, c'est un groupe qui est devenu, je dirais, mythique à l'échelle de la Corse. C'est celui qui a notamment créé, avec Doumé Gambini, la fameuse chanson Libertà. Et si vous voulez, dans toutes les écoles de langue corse, je pense que... Tous les ans, elle est apprise, oui, cette chanson. Tout à fait. Donc il y a maintenant plusieurs générations qui la connaissent. D'ailleurs, à l'époque, parmi les gardélines, donc, qui avaient 10-11 ans, on avait, y compris des balanins célèbres, notamment Nanette Maupertuis, qui faisait partie du groupe. Ses deux sœurs, les sœurs jumelles. Bon, il y avait d'autres personnes sur Corté, mais puisqu'on est en Balagne, on va les citer. Voilà. Et si vous voulez, donc on a enregistré le premier 33 tours, puisque c'était le format habituel, c'était en langue corse, entièrement fait par des enfants. C'était le premier. Voilà. Et en plus, on avait joint à ce 33 tours un certain nombre de jeux traditionnels corses. Que l'on entendait dans le 33 tours. Non, qu'on pouvait voir et qu'on pouvait utiliser. Voilà. Il y avait des planches avec des dessins. Il y avait également tous les instruments de musique traditionnelle utilisés en Corse qui étaient décrits, etc. Voilà. Donc c'était passionnant et ça permettait aussi de donner des vocations. Aussi. Voilà, tout à fait. Et ensuite, donc, on a eu cette vocation, pour reprendre votre mot, sociale. Alors, premier exemple, on avait en interne à l'association un des jeunes vice-présidents qui était d'ailleurs un rugbyman de qualité, qui était très jeune, il avait une vingtaine d'années, et qui était astreint à la dialyse. Donc, on s'est activé pour créer un centre de dialyse à Corté, pour contribuer. Et on a créé donc le premier centre de dialyse à Corté avec l'association. On avait fait des souscriptions, des manifestations publiques, matchs de rugby, de foot, des balles. Voilà. En peu de temps, vous avez réussi à réunir les fonds. À payer le premier dialyseur. Et ensuite, on a confié ça, puisque c'est pas aux professionnels de la santé. Voilà, aux professionnels de la santé. Et on l'a confié à la DPC, qui est la même association, et la jonction avec Île-Rousse, avec le centre de dialyse d'Île-Rousse. Voilà, c'est la même association qui est présidée par le professeur Berland, qui est néphrologue à Marseille, qui est aussi actuellement le président des universités de Marseille-Provence. Voilà. Donc, on a été aussi à l'origine de l'achat du premier défibrillateur, je dirais, de l'hôpital, qui n'avait d'hôpital que de nom à l'époque, puisque c'était plutôt un mouroir. Hein, ça a bien changé quand même. Tout à fait, oui. Actuellement, c'est autre chose. Hein, oui. Puisque actuellement, je suis bien placé pour le savoir, il y a même une unité où il y a la chimiothérapie. Donc, il y a des gens qui viennent de Balagne d'ailleurs, et c'est dans un cadre, je dirais, beaucoup plus humain que dans les hôpitaux importants comme Marseille, etc., pour les avoir vécus. Voilà. Alors, en 2007, Arinach a été labellisé, donc Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, préalablement à la labellisation du CPE, on était, et nous sommes encore foyer rural. D'ailleurs, on avait organisé en 1981, à Pâques 81, le congrès national des foyers ruraux de toute la France, qui avait eu un gros succès. Donc ensuite, nous, pourquoi on est devenu CPIE? D'abord parce qu'on était vraiment dans les objectifs des CPIE au niveau national. On avait tapé la porte une première fois, on ne nous l'avait pas refusé, mais il y avait une espèce de blocage. Parce que comme nous gérions un centre social et que les CPIE n'étaient pas encore, je dirais, très branchés sur le social, mais ensuite, nous, l'intérêt d'être CPIE, c'est nous avons les mêmes objectifs, partageons les mêmes valeurs, et ensuite, ça nous permet d'avoir une ouverture. Une ouverture, en Corse, c'est beau, c'est bien, mais on a besoin aussi d'expériences de gens qui ont été vécus ou initiés ailleurs. Donc, nous aussi, on en apporte des expériences. Hein. On n'est pas simplement bénéficiaire. Et en fait, ça nous permet de compléter les formations de nos salariés, puisque nos salariés sont tous des gens qualifiés. Hein. À ce jour, combien de salariés? À ce jour, il y a une vingtaine de salariés, dont 17 en CDI. Voilà.
Et si vous voulez, donc c'est une association qui est devenue une petite entreprise et qui n'agit pas, vous le savez bien, que sur Corté, puisqu'on intervient, et le mot n'est pas usurpé, du Cap à Bonifacio, puisqu'on a des actions aussi bien dans le Cap qu'à Bonifacio, bien sûr en Balagne, sur la côte orientale, dans la lointaine région ajaxienne, et sur la côte orientale, pratiquement aux portes de Bastia. Antoine Ferracci, pour qu'on ait une idée du CPE à Rinascita, combien il y en a au plan national? Alors au plan national, il y a à peu près 80 CPE et il y a des unions régionales dans toutes les régions françaises. Donc il y a une union régionale en Corse. À ce jour, je suis encore le président de l'union régionale également, puisque en Corse, il y a 3 CPE. Donc il y a le CPE Oumarine, qui est à Bastia, plus spécialisé sur la mer. Il y a l'Apieux, à Ajaccio, qui est aussi un CPE, qui lui est spécialisé beaucoup plus sur la ville, avec les problèmes de bruit, de pollution atmosphérique et autres. Et ils font aussi, comme nous tous, de l'éducation à l'environnement, puisque c'est, je dirais, une des données les plus importantes du travail fait par l'association. Ça vous arrive de faire des actions communes entre les 3 ou Alors, pas du tout? oui, ça nous arrive de temps en temps. Ça devrait nous arriver plus souvent. Vous savez, c'est un manque, vous pensez, c'est un manque, vous aimeriez que... C'est un manque, mais c'est pas si facile que ça. Vous savez, c'est quoi la géographie des CPE? C'est la géographie, non, c'est les financements. C'est parce que, si vous voulez, chacun a plus ou moins un territoire. Nous, on se bat pour faire travailler les salariés que nous avons, puisque les subventions n'interviennent pas en fonctionnement, mais sur des projets. Donc on est obligé chaque fois de renouveler des projets, etc. Et les financeurs, ils sont toujours les mêmes. C'est l'État, la région. En plus, maintenant, on va devenir collectivité unique. Nous, on avait, par exemple, une participation importante du département. Avec la collectivité unique en janvier, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on a beaucoup d'espoir dans la mesure où, je dirais, les décideurs de la CTC ont pratiquement à l'unanimité souhaité relancer le comité de massif. Et là, on a beaucoup d'espoir avec le comité de massif, puisque nous, on est en pleine montagne, et on travaille beaucoup avec la montagne, et on a aussi des projets qui sont liés au développement de la montagne. Donc c'est super intéressant, et vous devriez trouver avantage. On devrait, dans la mesure où on s'adapte, je dirais, à ce que souhaitent les élus en exercice, nous souhaitons nous adapter de manière à pouvoir faire un travail qui soit positif pour l'ensemble. Est-ce qu'on vous oblige une programmation ou elle vient je dirais, carrément du CPE? Il a sa propre programmation en ce qui concerne les manifestations. De par la loi, on ne peut rien nous obliger, puisque les associations s'administrent librement. Mais il est évident que l'on suit l'actualité, on suit ce que font les collectivités, on suit ce que fait l'État, etc., puisqu'on travaille avec l'ensemble. Et vous avez même été assez précurseur au niveau de... Quand on a démarré l'émission, que vous parliez de la réhabilitation de... Voilà, et on a été précurseur, oui, puisqu'on a animé pendant deux périodes, c'était des périodes de 3 ans, les 2 premières pages de Corté. Voilà. Alors, on le voit bien, d'après ce que vous nous racontez, que Rinascita a évolué, ne serait-ce qu'aussi déjà par le nombre de salariés que vous avez. Au fil de ces années, vous avez créé des événements fédérateurs. Comme chaque année, à la même époque, il y a la fête de la science, les trophées scientifiques, la journée de la langue corse, où on retrouve beaucoup de scolaires. Vous nous en parlez un petit peu? Alors oui, ça c'est, si vous voulez, l'association, progressivement, s'est développée autour de l'environnement et du social. Et en 2011, on a développé l'activité de culture scientifique. On a été positionné par l'État et la région comme, je dirais, coordinateur de la culture scientifique, technique et industrielle. Et à ce titre, on a une mission beaucoup plus régionale. Voilà. Donc la fête de la science, on l'a boostée. Dès la première année, on s'en est occupé, on a multiplié par 2 ou par 3, je crois, le nombre d'ateliers. Et notre souhait, c'est de la développer. Donnez-nous un petit peu le nombre de scolaires à l'époque, on va dire à l'époque, qui étaient invités. Écoutez, c'est toujours entre 1000 et 1005, puisqu'il y a le temps fort, c'est l'université.
Je veux dire, parce que la fête de la science, elle se déroule sur une semaine. En fait, il y a des manifestations que nous organisons directement, certaines avec l'université, mais on les organise aussi. Et puis, il y a on soutient des associations, des collectivités qui font des opérations de culture scientifique pendant la période de la fête de la science et que nous coordonnons et que nous essayons de médiatiser. Mais sinon, c'est plusieurs milliers de personnes à chaque fête de la science, c'est-à-dire, puisqu'il y a toujours 3 temps forts, il y a le temps fort du regroupement dans l'université, donc avec la visite des labos et puis des ateliers au sein même de l'université. Il y a une journée qui est dédiée au grand public. Par exemple, cette année, c'était Île-Rousse. Et puis, il y avait une journée dédiée aux scolaires qui était à Propriane, voilà, pour l'extrême sud. Mais en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est chaque année changer de lieu, etc., de manière à porter la fête de la science. Voilà. L'an prochain, on envisage Sartène. Et comment s'est perçu au fil de ces années, ces manifestations que vous organisez? Alors, d'abord, elles sont perçues parce qu'on a des retours des enseignants. Hein, bien sûr. Les meilleurs vecteurs pour savoir comment est perçu le travail que nous faisons. Je dirais que, sans complaisance, c'est même plutôt encourageant et nous incite à continuer sur cette voie. Je vous dis, hein, nous, ce qu'on a, c'est des salariés qui sont à 95% issus de l'Université de Corse, tous des Master 2. Certains ont fait même ensuite l'IAE, donc des Master 2 scientifiques, et ce qui permet d'avoir un certain sérieux. On travaille avec des collectivités, des communautés de communes, des communes. On a mis en œuvre des atlas de la biodiversité communale dans 5 communes du centre Corse. Là, on est en discussion avec la commune de Corbar, par exemple, pour en créer un. Si vous voulez, c'est un inventaire de tout ce qui est faunistique et floristique sur le territoire communal, et ça aide ensuite pour les plans communaux, pour les plus, là où il y en a, etc. C'est des données qui sont recueillies par des scientifiques. Voilà. Et comment vous travaillerez, puisque vous parlez de Corbar qui se trouve donc en Balagne, comment vous allez travailler en coordination avec eux? Vous implanteriez aussi ou simplement vous déplacez? L'Atlas, c'est simple, hein, c'est quelques journées de travail qui consistent à recueillir toutes les données. Ensuite, elles sont, bien sûr, tout est numérisé. On confie ces données, bien sûr, à la commune. Si elle a un site, elle est sur le site de la commune. Mais nous, de toute façon, c'est sur le site, sur les atlas de la biodiversité qui est national. Voilà. Donc, c'est des informations qui, de toute façon, sont publiques. On ne vend pas de prestations, on fait des actions et on les fait en partenariat. Et là, pour parler de cette intervention, c'est la mairie de Corbar qui a fait appel à vos services? Alors, c'est plutôt nous, lorsqu'on voit des communes avec lesquelles on peut collaborer, qui les sollicitons, on leur présente le panel de nos activités, et puis dans le panel des activités, ils prennent ce qui les intéresse. Vous voyez, par exemple, la ville de Bastia, quand même une grande ville, oui. A su qu'on menait une opération sur le gaspillage de l'eau, enfin pour comment lutter contre le gaspillage de l'eau. C'est important. Voilà, et nous avons modélisé une opération sur Corté qui est toujours en cours, et là on va en faire une sur Bastia, sur un quartier important de Bastia. C'est en fait le gaspillage sur les bâtiments communaux, hein, les crèches, les écoles, piscines. Pas les privés, quoi, juste ce qui est au public. Oui, parce que c'est plus facile à contrôler. Voilà, parce que là, on fait l'inventaire de la consommation sur quelques mois, et ensuite, c'est nous qui faisons personnes qui sont chargées de ça chez nous, qui font des préconisations pour faire des économies. Souvent, c'est changer des chasses, c'est de mettre des robinets plus économiques. Bon, je ne connais pas tous les procédés, mais il y a plusieurs procédés. Voilà. Alors, on peut dire quand même que c'est très valorisant de voir que ne serait-ce que les communes viennent à vous pour que vous puissiez faire ce genre d'intervention. En tout cas, si elles ne viennent pas à nous, on vient à eux. Oui, mais du moment que l'accord se fait, voilà. Il va y avoir un travail d'effectuer. Voilà. C'est valorisant pour Arinache. Bien sûr, c'est valorisant, bien sûr. Ça, oui. Mais tout est valorisant, je veux dire, sinon on ne continuerait pas. On supprimerait. Vous savez, lorsque ce n'est pas valorisant, lorsqu'on voit qu'on n'est pas très utile, on
on supprime la branche d'activité. Ça nous est arrivé. Ça vous êtes oui. Vous pouvez nous la citer? On avait une radio locale qui s'appelait Radio Cortivi. On a vu qu'elle n'apportait pas grand-chose. On a arrêté pourtant. Elle a fonctionné combien d'années? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. On avait une fréquence sur Corté, une sur Bastia et une sur la plaine orientale. Voilà. Alors nous, à l'époque, l'université ne nous a pas soutenus. Le mot n'est pas trop fort. On les avait sollicités. Bon, donc si l'université avait pris le relais, on leur aurait confié la radio. Oui, la fréquence était là, donc il n'y avait plus qu'à passer le relais. C'était à 20 mètres du siège de la présidente de l'université. Voilà, donc enfin, ça c'est le passé. On a maintenant de bonnes relations avec l'université et qu'on développe, puisqu'on a de nombreuses conventions. On a une convention cadre avec l'université, on a une convention avec le SPE, c'est la formation donc, des futurs enseignants de Corse, enfin de Corse et d'ailleurs. Mais je veux dire, on a une convention avec la bibliothèque universitaire, et puis on a la convention qui nous lie avec l'université et le CNRS pour la fête de la science. Donc Arina, chez Antoine Ferracci, c'est quand même pas mal de ramifications. Oui, certains nous appellent péjorativement la pieuvre, mais ah bon c'est en tout cas notre but, c'est on a recruté, on n'a pas recruté pour recruter, on a recruté parce qu'on a trouvé des gens de qualité et ce qu'on veut, nous, c'est maintenir les emplois. Donc on est obligé de trouver des nouvelles opportunités. Aussi. Voilà, on ne créera plus d'emplois, mais en tout cas, on essaiera de développer des actions. Mais souvent, on préconise des activités. Oui, je vais prendre un exemple précis. Dans le cadre du plan montagne de la CTC, ils vont créer des centres pour la montagne, c'est-à-dire le principe, c'est d'amener les citadins, plutôt les Bastiais et les Ajacciens, en milieu montagnard pendant une semaine, en immersion en montagne. Donc nous, on leur a préconisé, on a fait tout un travail sur comment ça pourrait être conçu, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le gérer nous. Mais nous, on peut intervenir dans notre domaine de compétences. Vous amenez des propositions. Voilà. On a fait le projet global et qui peut être modélisé aussi bien en Alta-Roc qu'à Cambalagne qu'en plaine orientale. Voilà. Nous, ce qu'on propose, bien sûr, c'est une activité éducation à l'environnement, une activité montagne, puisque depuis quelque temps, on a recruté un accompagnateur moyenne montagne, donc on peut encadrer un groupe, etc., une classe, puisqu'on ne va pas s'adresser aux touristes, nous. Voilà, on ne vend pas de prestations. Donc, ça reste Arina, pour qu'on comprenne, ça s'adresse aux locaux. Ça s'adresse aux locaux. Bon, s'il y a des gens qui viennent, qui bénéficient, avant-hier, dimanche, on a organisé une sortie mycologique, il y avait 53 personnes. On n'a pas demandé la carte d'identité aux personnes. Ou pas. Voilà, donc il y avait 53 personnes. Si vous voulez, on s'adresse à tous les publics, les gens qui vivent en Corse, oui, puisqu'on s'adresse à la Corse. Mais il nous est arrivé aussi d'avoir des missions d'éducation à l'environnement dans le cadre d'un programme euro-méditerranéen au Maroc ou en Tunisie. Voilà. Donc on envoyait des animateurs. Voilà. Là, c'était différent. Voilà. Et là, maintenant, par exemple, on est sollicité, alors je ne sais pas la ville exacte, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans les Vosges, pour animer un BAFA, un brevet de fonction d'animateur, mais on va le spécialiser montagne. Là, on en avait fait le premier avec d'autres en langue corse. On va essayer de le renouveler. Mais là, montagne avec toutes les, je dirais, la problématique montagne. C'est ce qu'on appelle, je dirais, le complément au BAFA. Voilà. Alors, Antoine Ferracci, on va arriver au terme de cette émission. Comment... Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Comment voyez-vous l'avenir de l'Arena Chida? L'avenir de l'Arena Chida, je le vois sous les meilleurs auspices, parce que, je veux dire, là, maintenant, on a une équipe professionnelle, je dirais, avec et beaucoup motivée. De compétences aussi. Voilà, et motivée. L'avenir, il dépendra aussi de la fameuse collectivité unique, puisque, je dirais, 60% de son financement provient à travers différents secteurs, de la collectivité unique, qui vont de la langue corse à la culture scientifique et à l'environnement et au patrimoine, puisque c'est aussi une de nos actions, le patrimoine. Donc oui, il dépendra de ça, mais il dépendra aussi de la motivation, je dirais, de l'intelligence à avoir toujours des projets nouveaux, parce que vous savez, les associations, depuis quelques années, sont rentrées dans un cycle où on n'est plus subventionné en fonctionnement.
si on n'a pas de projet nouveau, si on ne réfléchit pas toujours à l'avenir, il faut avoir toujours un temps d'avance. Il faut anticiper. Voilà, il faut anticiper et donc s'adapter, comme je le disais en début d'émission, s'adapter, si vous voulez, je dirais, à ce qui est décidé par les instances politiques, quelles qu'elles soient. Alors, on vous remercie d'être venu, Président. Merci. On se dit à une prochaine fois. Et quant à moi, merci de votre fidélité.